sommes très contents effectivement de venir pour une première fois et que j'espère pas être la dernière, en fait, invité à participer à cette association France Turkménistan. Nous allons ce soir essayer d'évoquer effectivement des thématiques assez anciennes, qui restent quelque part politiques, parce que l'archéologie reste un sujet tout de même quelque part, quelquefois je dirais, controversé. Nous allons le voir un petit peu lors de cette présentation par rapport à certaines interprétations de certaines données, à certaines périodes entre l'âge du bronze et du fer, entre les pays actuels dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous faire une introduction géographique, puisque de toute façon nous sommes entre connaisseurs de la région, mais nous allons essayer de parler aujourd'hui, en fait, effectivement, beaucoup du Turkménistan, et un petit peu de l'Ouzbékistan, un petit peu, même en parallèle, je dirais, justement pour faire un petit peu équilibrer un petit peu les données que nous avons actuellement, des données non publiées pour certaines, et d'autres données en fait qui sont en cours de publication dès nos derniers travaux des 10 dernières années, je dirais, au Turkménistan. Alors, dans ce monde effectivement un peu complexe de l'Asie centrale, entre le Kazakhstan, le Turkménistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le nord de l'Afghanistan, le Turkménistan, etc. En fait, nous avons effectivement une géographie assez complexe, montagnes, déserts, steppes, où l'homme, des périodes assez anciennes d'ailleurs, depuis le néolithique, disons-le, s'est installé, s'est adapté en fait en fonction justement un petit peu des régions qu'il a peu peuplées à certains moments de l'histoire. Donc nous avons ici effectivement, pour résumer et essayer d'avancer un petit peu dans notre réflexion sur cette partie de l'histoire proto-historique que nous allons un petit peu placer entre le 3e millénaire avant et le 1er millénaire avant Jésus-Christ. Donc un monde des steppes, effectivement, qui est aujourd'hui composé par un petit peu le Kazakhstan, parce que ferait l'actuel Kazakhstan, la Sibérie du Sud, etc. Et un monde de Soasis, en fait, où s'est développé, je dirais, l'urbanisme, parce qu'on peut appeler le proto-urbanisme, voire l'urbanisme un petit peu dans la conception archéologique du terme, avec effectivement dans la logique de Gordon Child des années 50, en fait, avec l'apparition effectivement des grandes structures, d'une hiérarchie sociale, un commerce international, etc. Enfin, on reviendra un petit peu sur certains détails de ces thématiques au cours de notre présentation. Donc à partir de là, effectivement, nous avons tenté de travailler sur une chronologie qui reste finalement assez vaste, hein. Donc on est pratiquement sur 3 millénaires. Donc on voit ici un tableau un petit peu chronologique dès ce qu'on voit au niveau des noms des sites, je dirais, aussi bien au Turkménistan qu'autour, en fait, la civilisation de l'Oxus, effectivement en Iran, dans l'Indus, et à peu près les dates en fait, que nous allons traiter aujourd'hui. Donc comme vous voyez, c'est assez vaste. Dans cette zone, là je vous donne un petit peu les noms qu'on va sans doute évoquer au cours de cette présentation. 3 ou 4 zones principales, effectivement, où ces civilisations, la civilisation de l'Oxus, dont on parlera de l'âge du bronze, en fait, moyen, va se développer, même les civilisations tout court de l'âge du bronze. Donc la zone des piémonts du Köpekdag, ce qu'on appelle aujourd'hui la Margiane, en fait, qui est effectivement un ensemble des sites qui se retrouvent au Turkménistan actuellement, le Köpekdag aussi d'ailleurs, et l'ancienne Bactriane, donc avec des sites connus comme celui de Tilia Tepe, Jalkutan, Sapali Tepe, donc des sites pour ceux qui connaissent un petit peu plus l'archéologie locale, exceptionnels, qui ont été fouillés par les équipes soviétiques, et puis des équipes internationales depuis, on va dire, la réouverture de l'ancienne ex-république ex-soviétique.
on voulait s'attarder justement sur la civilisation de l'Oxus et la suite de ce qui arrivera après, tout simplement parce que c'est durant cette période-là qui va se développer, je dirais, toutes ces sociétés. Donc, ces sociétés qui vont créer des villes à plusieurs hectares, donc entre 10 et 20 hectares à certains endroits, qui vont effectivement faire des grands travaux, qui vont sans doute avoir justement cette hiérarchie sociale qui va s'installer. On ne sait pas exactement laquelle, de quelle manière en tout cas. On va voir apparaître des structures très complexes que vous allez voir en fait. Et surtout en fait on va trouver un commerce international qui va se développer durant plusieurs siècles, voire un millénaire en fait, ponctuellement durant cette partie. Je dis ponctuellement par rapport à la richesse des échanges, parce que les échanges ont toujours existé depuis les périodes plus anciennes. Tout cela pour dire qu'effectivement, à ville complexe, nécropole complexe, donc rassemblement de morts, donc on a des nécropoles, et je tiens à vous citer deux principaux sites connus actuellement en Asie centrale, donc le site de Gonur d'Épée, ici, où on a trouvé plus de 5000 tombes, et le site de Jakoutan, où il y a à peu près apparemment l'équivalent, tout n'a pas été fouillé, mais l'équivalent semble être reconnu. Les deux sites font partie de ce qu'on pourrait appeler à l'époque en fait des mégapoles entre guillemets, avec des guillemets bien grands d'ailleurs, donc deux sites autour duquel effectivement se sont sans doute constitués des royaumes en fait qui ont fonctionné en parallèle, voire en complémentarité. Donc à cela, effectivement, voilà, en fait quelques exemples, parce que c'est important de les signaler. Donc des tombes assez riches, avec beaucoup de matériel, notamment céramique, mais aussi du matériel, en fait des tombes dites, des tombes royales, avec des chars, des animaux, une profusion, je dirais, d'objets métalliques, de l'or, de l'argent, etc. À cela se rajoutent effectivement aussi quelques tombes d'animaux, donc moutons, ânes, etc., dromadaires, certaines fois, en fait, qui se retrouvent un petit peu inhumés à la manière d'un humain, qu'on ne comprend pas très bien encore, mais voilà, le genre de situation des pratiques funéraires qu'on trouve à cette période-là. À cela, effectivement, voilà, en fait, une diapo qui vous montre un petit peu la richesse de ces tombes. Donc là, on est à Gonur d'Épée, donc pour donner un petit peu plus l'accent en fait au matériel provenant du Turkménistan. Donc avec effectivement des objets en or, en argent, du lapis lazuli, sans doute en provenance d'ailleurs d'Afghanistan, un matériel dit des colonnettes en albâtre ou en pierre polie, dont on ne connaît pas encore la fonction. Et ces fameuses, effectivement, princesses de Bactriane, très rares, mais qui sont aussi déposées apparemment dans les tombes. Celles qui sont assez connues, malheureusement, sortent d'un contexte de pillage. On ne sait pas vraiment si c'était dans des tombes, etc. Mais on a trouvé aussi à Gonur d'Épée, c'est là, je crois qu'elle est au musée Millau, en provenance sans doute d'ailleurs de l'Afghanistan, mais on ne sait pas, sans doute d'un contexte funéraire. Voilà, du matériel en or effectivement, avec une iconographie assez complexe, sans doute des déesses et des personnages en fait représentés dans ce type de matériel. Je voulais vous présenter aussi en fait trois sites sur lesquels nous allons un petit peu nous attarder lors de notre présentation. Donc effectivement Ulugh d'Épée qui se retrouve au Turkménistan,
on fera un peu plus une présentation un peu plus détaillée par la suite. Jalkoutan, qui se retrouve au sud de l'Ouzbékistan, à la frontière afghane, je dirais, pratiquement en bordure de la Moudaria. Et Bogout-Kourgan, qui se retrouve pas loin de Jalkoutan, aussi bien dans le sud de l'Ouzbékistan. Alors pourquoi ces trois sites? Tout simplement parce que c'est des sites sur lesquels nous travaillons en fait, ensemble depuis maintenant une vingtaine d'années en fait. Voilà. Et sur lesquels effectivement on peut donner un petit peu plus de détails, je dirais, sur les données archéologiques. Je vous remontre cette carte effectivement un petit peu avec les sites en question, donc de l'âge du bronze. Effectivement ce tableau chronologique de la période que je vais traiter maintenant. Bien entendu, nous sommes la complexité des villes qui va se développer durant le 3e millénaire et le 2e millénaire en Asie centrale n'est pas arrivée, je dirais, de nulle part. Donc nous avons toute une tradition en fait déjà qui s'établit depuis le néolithique en fait, avec des cultures comme celle de Jeytun, Tetelimar et Issar en fait, où on a déjà en fait des complexes d'habitation qui sont des espèces d'hameaux, des petits villages en fait, mais des agglomérations déjà humaines qui vont s'installer autour des rivières et pas loin des exploitations, je dirais, des montagnes, où sans doute on faisait déjà un petit peu d'élevage. Donc tout cela va se développer petit à petit durant le Chalcolithique, donc au 4e millénaire, pour effectivement nous donner quelque part, avec l'arrivée de l'âge du bronze, donc en début du 3e millénaire, ce qu'on appelle d'ailleurs au Turkménistan la Mazga 4, l'apparition d'un certain nombre de villes et de bâtiments assez complexes. Dans ce cas-là, vous voyez très bien en fait, des temples, des sanctuaires, hein, comme à Togolok 21, carrés, rectangulaires, qui font à peu près, là on ne voit pas très bien les échelles, mais qui sont d'une taille allant de 60 à 80 mètres de côté, je dirais. Donc voilà, où plusieurs familles sans doute pouvaient vivre à l'intérieur. Tout cela se développe effectivement surtout au nord de l'Afghanistan, au sud de l'Ouzbékistan et au Turkménistan. Avec cela, des palais, donc en tout cas des manoirs en fait, parce que c'est pas très grand, hein, donc faut imaginer ça, et je crois que ça fait 60 mètres x 80 à peu près. Donc les pieds sont toutes petites, de toute façon il fallait bien les couvrir, etc. Et ces palais vont petit à petit, durant l'âge du bronze, donc durant le 2e millénaire, quelque part, un petit peu se complexifier. Pour arriver, là dans le cas de Gonour, que certains d'entre vous ont sans doute visité, les fouilles de Victor Sayanidi, pour arriver effectivement à l'établissement d'une vraie royauté, parce qu'on le sait aujourd'hui, donc on a quand même trouvé ces tombes royales bien situées à l'intérieur de la ville, donc de la ville fortifiée, qui va se développer donc, avec sans doute un pouvoir qui va échanger durant toute cette époque avec le monde des steppes, le monde mésopotamien, le plateau iranien, le sud, tout l'Afghanistan et l'Indus. Ces villes sont caractérisées, donc, comme nous venons de le voir, en fait, par des bâtiments assez complexes, mais surtout en fait, par des remparts qui pouvaient entourer la ville à plusieurs degrés, je dirais. Donc on pouvait tout à fait avoir une citadelle, et autour de la citadelle une première ville fortifiée et une deuxième ville fortifiée. Donc tout ça, effectivement, je ne vais pas parler de chronologie, tout ça dans l'évolution de tout un millénaire qui est le 2e millénaire avant Jésus-Christ. L'un des exemples les plus concrets, les plus connus, je dirais, est celle d'Altin Tepe, qui a été publié, en fait, fouillé au Turkménistan, un site qui se retrouve pas loin de l'Ougdépé qu'on va présenter. Donc, comme vous voyez très bien, en fait, on a un temple dit en terrasse, en fait,
qui se retrouve à l'ouest à l'est du site. Voyez-vous la complexité de la ville, en fait, avec des zones effectivement bien séparées d'habitat, avec des ruelles sans doute communiquant entre elles, entre ces zones en fait faisant sans doute partie des familles ou composant des familles en fait. Et cette reconstitution qui voit la porte d'entrée en fait avec cette espèce de fortification en fait qui laissait sans doute un petit peu filtrer, je dirais, les gens qui pouvaient entrer dans la ville à cette époque. C'est ainsi d'ailleurs qu'en fait, dans cette partie du Köpekdag, donc au sud-est d'Ashgabat, ce site d'Altin Tepe fait partie d'un complexe de 3 gros TP, très connus en fait pour la protohistoire de l'Asie centrale et du Turkménistan, qui est en fait Namazga Tepe, qui a donné en gros le nom à la chronologie et que nous utilisons même aujourd'hui dans nos sites. Ulug Tepe, qui se retrouve un petit peu au milieu, et Altin Tepe. Voilà. Donc Ulug Tepe, le grand Tepe, vous voyez, fait quand même assez gros actuellement, en fait, fait 26 hectares de surface, effectivement plus de 30 mètres d'auteur par rapport à la plaine actuelle. Je dis par rapport à la plaine actuelle parce qu'en fait, en faisant des sondages, on est descendu à peu près d'une quinzaine de mètres, même plus bas, et on a toujours des restes archéologiques. Donc une chronologie très large qui va, comme nous allons le voir d'ailleurs avec la présentation de la suite par Johanna, des choses connues en tous les cas, de l'âge du fer moyen jusqu'au chalcolithique, voire le néolithique en fait. On a des tessons néolithiques, on n'a pas encore trouvé les vestiges, mais on pense qu'ils sont là, en tout cas le chalcolithique est là. Vous voyez aussi au Ulug Tepe, on a aussi en fait, que nous fouillons d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'on le présente bien, on a ces vestiges des remparts en fait de l'âge du bronze qui devaient effectivement fortifier une partie de la ville. En fait, le site est très grand, donc on aura encore du mal, on passera beaucoup de temps à le fouiller, qui devait effectivement renfermer plusieurs parties de la ville. Cette stratigraphie de l'âge du bronze est très large, très complexe en fait. Donc on a plus de 10 mètres en fait d'accumulation stratigraphique de cette période-là que je vous présente, qui va du Namazga 4 au Namazga 6, avec effectivement toutes sortes de constructions, d'habitations, des tombes, etc., des remparts comme nous l'avons vu. Et voilà en fait une photo un petit peu pour vous donner en perspective comment tout cela se présente en fait. Donc ce mur d'enceinte, d'ailleurs un mur d'enceinte de l'âge du fer ancien en fait. On est dans la partie nord du DP, des quartiers effectivement qui semblent être du Namazga 4, 5 un peu plus haut, et bon là on est pratiquement au sommet avec des vestiges de l'âge du fer. Voilà, nous on est descendu beaucoup plus bas, en fait, notamment dans une partie qui n'est pas sur la photo. C'est là où je disais qu'on est descendu de 15 mètres plus bas et on est tombé sur un chalcolithique moyen, on va dire du moins 4000 avant Jésus-Christ, bien en place, et cela nous donne effectivement une perspective de travail à venir, en tout cas pour les périodes les plus anciennes de cette partie du Turkménistan. Voilà. Donc, pour l'âge du bronze, nous savons, comme on l'a montré aussi pour les autres sites, en fait, mais ici d'une manière plus détaillée, donc en fait, tous ces complexes habitationnels, qui ne sont pas très grands, hein, c'est des choses qui font, je dirais, 3 mètres fois 2 mètres, effectivement 6 mètres carrés, 7 mètres carrés, ce n'est pas des pièces très grandes, mais un système effectivement de couloirs qui sépare tout cela avec des entrepôts, sans doute des espaces en fait, pour la cuisine, etc.
À cela se rajoutent en fait des choses très intéressantes qui sont liées en fait à l'occupation des morts et des vivants. Donc là on est en train de parler surtout des vivants, mais il faut savoir que dans ces sites archéologiques, que ce soit à Gonou ou ailleurs d'ailleurs, en fait, on retrouve pas mal de tombes en fait, dans l'habitat. Alors, certains diront qu'effectivement ce sont des tombes qu'on a déposées une fois que l'habitat a été abandonné. Ce n'est pas toujours le cas, on a quand même réussi à prouver que les morts cohabitaient avec les vivants, ou plutôt l'inverse d'ailleurs. Notamment, on enterrait les enfants, mais quelquefois on pouvait enterrer aussi le grand-père ou la grand-mère, en fait, ou la mère, en fait, dans les pièces d'habitation ou sous la cuisine. Ça arrivait en fait. Il y avait aussi sans aucun doute les histoires d'abandon de certaines parties du site où on pouvait enterrer à un moment donné. Voilà un petit peu en fait à Oulouk d'Épée comment justement ces tombes se retrouvent dans l'habitat. Donc voyez-vous très bien, là on a un mur, là on pourra effectivement on pourrait dire que c'est une réoccupation en fait, faite par la tombe dans une partie abandonnée puisqu'on a coupé le mur, mais là on est sur des choses qui sont loin des murs, qui semblent en fait s'adapter, je dirais, à l'habitat de l'époque, dans tous les cas, à Oulouk d'Épée. Pour cette même période, autre chose, en fait, une autre structure qu'on a découvert récemment, c'est une plateforme de type Altin-Tépé, hein, dans le nord-est du site. Voilà un petit peu en stratigraphie comment ça se présente. Là, c'est une reconstitution de ce que serait à peu près l'auteur et la dimension de cette plateforme. On n'a pas été plus loin, mais nous espérons en fait de l'année prochaine, d'ailleurs, en fait, pouvoir fouiller cette partie qui date de l'âge du bronze moyen et peut-être trouver des structures de ce type-là en fait au sommet du TP qui seraient sans doute peut-être liées à la partie la plus importante hiérarchiquement parlant du site. Un autre site sur lequel effectivement on va s'attarder est celui de Jalkoutan. Donc Jalkoutan est aussi en fait une mégapole pour l'époque, je dis encore une mégapole entre guillemets, où effectivement, comme vous voyez ici, je crois que voilà, le site il fait à peu près, en tout cas dans son état actuel de conservation, plus de 100 hectares. Donc de nord au sud, vous savez au nord toute la partie de la ville, donc avec une citadelle d'ailleurs qui se retrouve ici, on la voit très bien, et dans toute la partie sud on fait un ensemble des buttes naturelles qui ont été réoccupées par la nécropole. Donc, je vous ai montré au début en fait un plan de la nécropole, mais cette photo assez générale donc, de ce TP qui a été coupé par une route, donc, on peut très imaginer effectivement dans ces champs aujourd'hui cultivés la continuité de la ville, aussi bien du côté ouest que est en fait. Tout ça, et aujourd'hui même en fait toute cette partie-là est en train d'avancer petit à petit, ils sont en train de rogner un peu sur le site, c'est comme ça. Mais nous voyons très bien, d'ailleurs, en fait, je vous ai montré par ces flèches-là, effectivement, des murs de rempart. Donc, en fait, là, le rempart de la citadelle, et un rempart qui se retrouve ici, qui serait sans doute un rempart, bon, il est mal conservé, qui fermerait une autre partie de la ville, en fait. La partie basse de la ville, entre guillemets, en fait, parce que la citadelle n'est pas très haute, finalement. Donc, dans cette citadelle, nous avons fouillé cela, bien entendu, après, je dirais, les archéologues ouzbéco-soviétiques, donc le professeur Alaskarov, qui a travaillé là dans les années 70-80. Le site a été repris par une équipe allemande sous la direction du professeur Ouf. Et nous avons travaillé à Jalkoutan, en gros, entre 2007 et 2013, en fait. Donc à deux endroits précis, la citadelle et la nécropole. Donc dans la citadelle, donc, les zones en bleu, c'est des zones qu'on a ouvertes et fouillées. Les zones, je dirais en marron,
c'est les zones qui avaient été ouvertes et fouillées par nos collègues ouzbeks. Voilà aussi en fait ce palais qui se retrouve là, qui avait été découvert par l'équipe ouzbek en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement là on voit, si on imagine bien la topographie, en fait on suit la topographie un petit peu, sans doute une citadelle fermée avec une porte au sud, un palais ou peut-être un manoir, on ne sait pas trop en fait ce que c'est, on appelle palais parce que c'est un bâtiment plus gros, avec une entrée aussi au sud, pas vraiment de structuration à l'intérieur. Nous pensons aujourd'hui, parce qu'en ayant fouillé un petit peu l'ensemble, que c'est peut-être une espèce de garnison en fait, dans une citadelle fermée sans doute face à ce qu'on retrouve après en fait, dans nos fouilles. On va dire que durant l'âge du bronze moyen, donc entre 2000, 1800 et 1700, après les dates qu'on a, on a 3 occupations successives, 3 occupations où on va, voilà un plan un peu complexe en fait, parce que tout est éparpillé. Malheureusement le site a été détruit par une pelle mécanique dans les années apparemment 70. Ils sont venus chercher de la terre, hein, tout simplement pour les champs. C'est une bonne terre, hein, c'est une bonne guerre d'ailleurs, une bonne terre aussi. Pour les champs autour en fait, donc ils sont pratiquement raclés, ce qui nous a, je pense, enlevé une grosse partie des structures de l'âge du bronze. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des restes qui s'élèvent à peu près à 40, voire 1,5 mètre au maximum en fait, de conservation sur le site. Voyez-vous, en fait, on retrouve, comme on a déjà montré, un système de petites pièces, en fait, sans doute des couloirs ou des tâches liées à la consommation d'aliments, en fait, des déchets de cuisine, etc. Donc tout ça, malheureusement, le plomb est un peu haché, je dirais, parce qu'on n'a pas tout. Tout cela pour vous dire que dans cette première occupation, on a une partie de cette citadelle occupée. Les gens reviennent, restructurent, c'est-à-dire referment un petit peu tout, je sais pas, réaménagent quelque part, et on va créer tout un système de dépôt de stockage en fosse de ce type-là, vous voyez, en fait un peu partout, des fosses qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres, donc voilà, un fouilleur au fond, en fait, assez travaillé, en fait. Sans doute pour stocker des céréales, etc. Donc une zone de stockage peut-être pas encore fortifiée, mais avec la fin de l'occupation, donc toujours au bronze moyen, on va se retrouver avec un bâtiment qu'on retrouve en fait à peine, mais qu'on imagine bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez en fait ce qui reste du bâtiment, hein. Il n'y a pas grand-chose en fait. Ça c'est ce qui reste du mur, pratiquement en surface. Des murs assez complexes en fait d'un bâtiment qui devait s'étendre, je vais vous montrer après en fait sur des zones beaucoup plus larges, mais qu'on arrive à suivre tout simplement parce qu'on a trouvé des petites fosses qui font à peu près 1 mètre de diamètre, qui se prolongeaient en fait le long des murs sans aucun doute, et qui en fait, heureusement, à un moment donné on a réussi à trouver, voilà, qui contenaient des jarres de stockage. Certaines en place encore, certaines rasées justement par la pelle mécanique, et des jarres de stockage dont certaines portaient des seaux en fait, enfin en tout cas des traces des empreintes des seaux. Ces empreintes en fait nous donnent à croire qu'on est là en fait dans un bâtiment peut-être officiel, un bâtiment déjà géré par une hiérarchie installée dans cette ville. Qu'est-ce qu'on est stocké là-dedans? Ça c'est une autre question. Des grains. À l'époque on fabriquait apparemment déjà le vin. Donc ça pourrait aussi être du vin, etc. Voilà. Grâce à une prospection géomagnétique, parce qu'on n'a pas grand-chose, hein, donc grâce à une prospection géomagnétique, on a un petit peu recréé, je dirais, la dynamique de ce qui restait de la ville. Voilà en fait à peu près la zone en fait, de la prospection géomagnétique. C'est-à-dire qu'on a maintenant un appareil qui va scanner le sol et qui va nous donner ce type d'image, et avec beaucoup de chance, on arrive à voir des murs, des fosses, enfin, etc. Dans ce cas-là,
En bleu, en gros, les zones qui avaient été fouillées par nos prédécesseurs soviétiques. En jaune, les structures, non, plutôt en rouge, les structures que nous avons fouillées nous-mêmes. Et en jaune, en fait, les structures qu'on a pu replacer grâce à cette prospection géomagnétique. Alors, en rouge, des petites occupations, dont des espèces de fosses en fait remplies de céramique. Bon, Johanna vous parlera après, qui sont en fait une occupation un peu postérieure, mais très intéressante justement dans le cadre de cette occupation, en fait, de cette longue occupation de plus d'un millénaire de cette partie de la ville. Alors, donc, encore une fois, je vous remontre effectivement le soi-disant palais à l'intérieur de la citadelle. On sort de la citadelle, on va se retrouver dans ce qu'on appelle la ville vaste, en fait, avec effectivement un temple qui, en fait, avec ce qu'on a découvert, aussi bien les Allemands et ce qu'on peut découvrir aujourd'hui par rapport à notre prospection magnétique, serait peut-être le palais en soi, plus le temple. Hein. Ça, c'est un plan qui a été retravaillé grâce aux fouilles qui sont effectuées en plus, les Allemands, dans les années 90-2000. Hein. Et ça, c'est la prospection géomagnétique. Donc, on a replacé d'ailleurs le temple avec le plan ancien. On arrive à voir ici des murs et des choses qui apparaissent effectivement grâce à la prospection géomagnétique. Ça, on a replacé les fouilles anciennes. Et voyez-vous, en fait, ici, il est apparu un bâtiment qu'on n'a pas eu le temps de fouiller, mais qui doit être très dégradé, je pense. Un bâtiment assez grand, qui finalement, en fait, pourrait faire office du palais, finalement, en fait, de cette ville de Jalkutan. Donc, un travail qui reste à faire. Pour l'instant, en fait, on a arrêté cette fouille et on est en train de préparer les premières publications de cette partie de nos travaux. Alors plus au sud, je vous montre ça aussi pour vous donner justement une idée de ce qui se passe. Plus au sud, la nécropole, avec effectivement des zones où on a aussi prospecté en fait avec cet appareil. On essayait de retrouver nous aussi les tombes royales, parce qu'en fait finalement il doit y avoir un roi quelque part enterré à Jalkutan. Et on n'a pas trouvé grand-chose, mis à part effectivement les structures en fosse et des fosses pillées, beaucoup. On a juste trouvé en fait cette espèce de muret en fait qui séparait peut-être à un moment donné la nécropole de la ville. Tout ça pour vous dire qu'en fait, malgré tout ça et malgré le pillage, donc on a sur 5 sépultures fouillées, 3 sont pillées, on arrive tout de même à trouver des tombes qui sont assez riches et assez complexes dans cette nécropole. Alors, je vais terminer par 2 diapos, en fait, juste pour vous montrer un petit peu le matériel d'exception qu'on peut trouver, en fait, qui montre bien la richesse, je dirais, de ces sites, aussi bien de Jalkutan qu'au Logdépé, et qui montre bien les échanges, en fait, de longue distance pour l'époque, hein, qui se faisaient, en tout cas, avec le monde extérieur. Donc là, des pièces trouvées, en fait, qui peuvent très bien, ça c'est au nom d'épée, mais ça c'est Jalkutan, qui peuvent se comparer effectivement avec des pièces d'ivoire venant de l'Inde, en fait, de la civilisation de l'Indus, et des pièces céramiques, en fait, qui appartiennent sans aucun doute à une culture qu'on appelle la culture d'Andronovo, qui est une culture de l'âge du bronze, mais de la partie stéppique, donc kazakh, de l'Asie centrale. Cette deuxième diapo, en fait, voyez encore, en fait, c'est une sépulture qui a été trouvée sur la terrasse que je vous ai montrée tout à l'heure au Turkménistan, sur le site de Logdépé, donc qui concentre, je dirais, tout à fait la richesse. Hein. Vous voyez, en fait, il y avait cet arsenal en céramique et surtout, en fait, des belles pièces en albâtre, en fait, qui se trouvait là-dedans, tombe pillée. Encore une fois, donc, on n'imagine pas la richesse réelle au départ. Et effectivement, cette céramique importée, qui vient sans aucun doute en fait, du Pakistan actuel,
Et dans cet ensemble des pièces un peu éparpillées, certaines sont à retenir. Donc, sur la pièce d'Atuli 152 du Badarchon afghan, ces perles, en fait, très connues dans l'Indus, hein, caractéristiques, et d'autres, en fait, pièces qui pourraient venir effectivement aussi bien d'Iran et d'ailleurs. Oui, et les bases en albatros d'Iran, effectivement. Tout ça pour dire, pour passer la parole à Johanna Lilly, qu'en fait, on termine cet âge du bronze, en fait, donc, après cette opulence, je dirais, de cette civilisation de l'Oxus, on a dans son coup, quelque part, en fait, dans son coup, sur 200 ans ou 300 ans, en fait, une décadence, entre guillemets, parce que c'est ce qu'on emploie comme terme, à voir, à étudier, de cette civilisation, donc, où l'introduction des échanges est caractéristique. Les tombes disparaissent, entre guillemets, parce qu'on en a quelques-unes, Johanna on en parlera sans doute aussi. Voilà quelques caractéristiques de cette fin de l'âge du bronze, qui verra apparaître par la suite, donc le début de l'âge du fer, Dias 1, en fait, que Johanna va maintenant vous présenter. Oui, donc je prends le relais dans une perspective chronologique et donc je vais vous parler plus de l'âge du fer. Donc après la phase finale de la civilisation de l'Oxus, donc qui a vu une interruption des échanges à longue distance et une dégradation un petit peu de la qualité des productions matérielles, on voit autour de 1500 un changement beaucoup plus radical puisque la civilisation de l'Oxus disparaît totalement. Avec la disparition de tout ce qui était caractéristique. Donc l'artisanat en métaux précieux, les pierres semi-précieuses, le lapis lazuli, etc. Tout ça disparaît. La céramique qui était tournée devient modelée, c'est-à-dire faite au colombin. Les grandes villes fortifiées disparaissent et à la place on voit apparaître des petits villages qui sont de taille beaucoup plus modeste. Également, ce qui est vraiment le changement le plus radical, en fait, c'est dans l'idéologie, certainement, en tout cas telle qu'on peut l'apercevoir dans les pratiques funéraires, puisque les inhumations disparaissent totalement. Donc on n'a plus du tout de nécropole, mais également plus de sépultures dans l'habitat. Et d'après les rares restes osseux qu'on trouve, on pense que les corps, à cette période, étaient exposés à l'air libre pour y être décharnés, tel que cela sera ensuite pratiqué par le masdéisme et le zoroastrisme quelques siècles plus tard. Les raisons de ce changement très radical sont encore assez méconnues et sont vraiment l'un des enjeux actuels de l'archéologie centra-asiatique. Donc ça fait certainement intervenir tout un faisceau de causes assez complexe que je ne peux pas détailler aujourd'hui. Mais en gros, il y aurait une combinaison d'un affaiblissement interne de la civilisation de l'Oxus et d'une intensification des contacts avec des populations dites nomades ou semi-nomades qui viendraient des steppes du nord de l'Asie centrale, le tout conduisant à une évolution et une adaptation finalement de la civilisation de l'Oxus. Ça entraîne la disparition du pouvoir fort de la civilisation de l'Oxus et l'éclatement en petites entités probablement plus ou moins indépendantes et donc l'éclatement du peuplement. Donc ça entraîne vraiment une modification de l'architecture, du type d'habitat. Malheureusement pour nous, pour des raisons principalement liées à l'histoire de la recherche, peu de sites de cette période sont assez bien connus. Donc c'est pour cette raison que je vais vous parler de deux sites que Roulu a déjà évoqués, donc qui sont Jarkutan et Ulugdepe, parce qu'ils sont bien connus, et d'un troisième site, Burgut Kurgan, dans l'oasis de Kairit, en Ouzbékistan, parce que c'est là qu'on fouille et donc on a plus de données. Donc, un petit rappel, ça c'est Jarkutan à l'âge du bronze, tel que vous venez de le voir, donc à peu près 100 hectares. Et à l'âge du fer, ne reste que cette partie. Donc vous voyez bien la diminution très importante de la surface peuplée. L'ensemble de cette zone a été occupé, ce qui correspond à une superficie d'à peu près 2 hectares. Donc ça paraît dérisoire par rapport aux 100 hectares de l'âge du bronze.
Mais en fait, c'est l'un des plus gros villages que l'on connaisse pour la période, et l'un des mieux préservés en tout cas. Pourquoi cette zone a été choisie au début de l'âge du fer pour être occupée? Certainement parce que restait le mur d'enceinte de l'âge du bronze, qui offrait donc une protection. À l'âge du fer, l'implantation des maisons obéit à un plan d'organisation qui est dicté par la réutilisation de certaines structures de l'âge du bronze. Donc vous avez vu ce grand bâtiment de stockage, donc avec des grandes pièces rectangulaires qui étaient bordées par des petites fosses dans lesquelles se trouvaient des céramiques. Et bien lors de l'âge du fer, des huttes semi-enterrées, c'est-à-dire des cabanes dont le fond est creusé dans le sol, sont installées à l'intérieur des pièces de ce grand bâtiment. Donc là encore, c'est sans doute pour une raison très pragmatique, c'est que les murs restants offraient une protection aux intempéries notamment. Donc ces huttes, elles sont en général rondes ou rectangulaires. Elles font 2 mètres à 2,50 mètres de côté et elles sont bordées sur les côtés par des trous de poteaux, que vous pouvez voir ici par exemple, et qui donc étaient destinés à soutenir les parois qui étaient montées avec un torchis et une toiture également assez légère. Donc on trouve à l'intérieur des petits aménagements domestiques, comme ici des foyers, donc soit contre les parois, soit au centre. Voilà une reconstitution au Kyrgyzstan, mais c'est à peu près la même chose. Donc ça devait ressembler à ça, avec creusé d'une trentaine de centimètres dans le sol. Donc généralement, ces huttes étaient regroupées pour former des petits quartiers, et donc dans les cas où il n'y avait pas de vestiges plus anciens de l'âge du bronze, on aménageait des petits murets en briques crues sur le pourtour de ces huttes. Il n'est pas exclu qu'en parallèle, il y ait également une architecture en terre crue qui s'élevait, mais comme on vous l'a dit précédemment, le site a été arasé en surface par un bulldozer qui a donc emporté tous les vestiges en élévation. À l'extérieur de ces huttes, ou parfois à l'intérieur, on trouve des silos qui servaient donc à la conservation des denrées alimentaires et qui étaient généralement fermés par une couverture de briques. Donc là, vous voyez, les briques se sont écroulées en place et là, il reste une partie des briques. Ce qui permettait de s'assurer la propriété du contenu de cette fosse, de pouvoir laisser la fosse fermée. Divers aménagements ont été trouvés donc, dans ce petit village de l'âge du fer, et notamment des petites voies, donc des petits passages pavés de galets, donc qui servaient de voies de circulation entre les maisons, et qui servaient également de structure d'assainissement par percolation des eaux de pluie grâce à des petites fosses qui étaient percées à intervalles réguliers. Également, en bordure de ces maisons, on a des structures assez inhabituelles, parce qu'on n'en connaît que à Djarkoutan, qui sont interprétées comme des structures de combustion, sans doute pour la cuisine. Donc il s'agit soit d'accumulation, soit de fosses, dans lesquelles on trouve une très très grande quantité de tessons de céramique, et de galets de rivière et d'outils agricoles en pierre qui sont réutilisés. Alors quand je parle d'une grande quantité, ça peut aller jusqu'à 200 kg de galets et d'outils agricoles dans une petite fosse. Et ces objets en pierre ont souvent été chauffés à tel point qu'ils ont éclaté. Ils sont thermofractés, ce qui nous indique que les pierres devaient être chauffées certainement pour la cuisine. Et un des derniers aménagements qu'on a pu identifier dans ce village de l'âge du fer, c'est dans une zone vraiment en périphérie de l'habitat. Plusieurs grandes fosses ont été aménagées pour servir de poubelles, tout simplement. Donc une grande quantité de déchets étaient déversés dans ces fosses. Alors sans doute qu'à l'origine, la terre prise dans ces fosses a servi à construire des briques par exemple ou autre, et ensuite on a aménagé des dépotoirs en bordure de l'habitat. Dans un second temps, certaines de ces fosses dépotoirs et certains des silos fermés par les briques que je vous ai montrés ont pu être réutilisés
Et on y trouve on y fait des découvertes un peu inhabituelles puisqu'on y trouve des ossements humains. Donc je vous ai dit qu'il n'y a pas de sépulture pour cette période et que donc certainement on exposait les corps. Et il semble que certains des ossements résultant du décharnement aient pu être soit collectés intentionnellement, soit apportés involontairement avec des déchets lorsque ces fosses ont été comblées. Donc on trouve fréquemment des vertèbres, des os longs et puis des mandibules, comme ici. Donc la collecte de ces os était-elle intentionnelle ou non? Ça reste une question. On a un seul élément de réponse, c'est, vous voyez ici, cette fosse a été aménagée au centre d'une de ces cabanes semi-enterrées. Et il y avait un poteau ici, parce qu'il y avait un trou de poteau que nous avons enlevé là, à ce stade de la fouille. Et donc dans cette fosse, on a trouvé plusieurs ossements humains. Donc là, ça veut dire que les gens qui occupaient cette hutte avaient mis les os dans la fosse, avaient ensuite comblé avec un niveau de sol et aménagé un poteau central pour tenir leur couverture. Donc on peut difficilement imaginer qu'ils n'étaient pas au courant de la présence des ossements humains sous leurs pieds. Voilà. On connaît des ossuaires véritablement destinés à collecter les ossements des morts en Asie centrale, mais bien plus tard, puisqu'ils n'apparaissent qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc est-ce que là on est face aux prémices de cette collecte? Peut-être. Également à Djarkoutan, on a découvert 2 sépultures très atypiques, donc qui sont des sépultures plurielles, donc avec plusieurs individus. L'une contenait 4 individus et l'autre 8 individus, donc à la fois de sexe masculin et féminin, de tous les âges. On a des enfants, des adolescents et des adultes. Et ce qui est intéressant, donc vous le voyez ici, il n'y a que des parties de corps dans cette sépulture. Et en fait, il semble que les corps aient été entreposés dans un premier lieu, où ils ont commencé de se décomposer. Et même, dans certains cas, on peut voir qu'ils ont commencé de se momifier naturellement sous l'action du soleil, certainement. Et puis, des parties de corps ont été choisies pour être ensuite enterrées dans ces sépultures, qui là encore étaient installées dans des silos réaménagés. Donc pourquoi ces individus ont été choisis alors que la majorité était simplement décharnée? Ça on ne le sait pas. En tout cas, on voit qu'il y a bien un lien entre silos réutilisés et morts. Peut-être parce qu'il y avait une croyance en un pouvoir protecteur des défunts sur les récoltes, comme cela est connu pour des cultures de la même période en Europe. Pour terminer sur Djarkoutan, je vous montre rapidement donc les proportions des animaux qui étaient consommés, en tout cas tels qu'on peut le voir d'après les ossements qui ont été étudiés par Marjane Mashkour, que vous avez vu ici je crois. Donc évidemment, comme aujourd'hui en Asie centrale, le mouton et la chèvre sont les espèces les plus consommées. À l'âge du bronze, donc en bleu, comme à l'âge du fer en rouge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'âge du fer, on assiste à une augmentation très importante de la part des équidés, et notamment des équidés domestiques et du cheval. Ce qui a été déjà observé sur d'autres sites par des collègues soviétiques. Et une des hypothèses serait d'y voir un indice donc, de l'arrivée de populations plus mobiles, peut-être ces nomades qui viendraient des steppes. Hypothèse donc, qui pourrait être confirmée par l'augmentation parallèle de la part des moutons et des chèvres, puisque ce sont des animaux justement qui peuvent se déplacer assez facilement et qui donc s'adaptent très bien à une économie pastorale. Mais à Djarkoutan, on a une occupation assez longue pendant l'âge du fer, donc on ne peut pas imaginer une population complètement mobile, complètement nomade. Donc une de nos hypothèses actuelles serait que au moins une partie de la population aurait été mobile saisonnièrement. Notamment dans le cadre de transhumance par exemple. Donc on peut émettre l'hypothèse que dans le voisinage de Djarkoutan, il y aurait des sites qui seraient utilisés lors des transhumances. Donc des transhumances qui se faisaient de manière assez semblable finalement à ce qu'on voyait aujourd'hui, c'est-à-dire probablement des troupeaux collectifs avec plusieurs personnes en charge de garder tous les animaux du village, avec l'installation dans des pâturages d'été, qui pouvait ressembler à ça, avec donc des petits sites d'habitat à proximité de ces lieux de transhumance.
Donc un candidat potentiel, c'est donc l'oasis de Kairit et ce site de Bourgout-Kourgan qui se trouve à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau de Djarkoutan, mais dans les piémonts des monts Kougitang, donc très près de la frontière avec le Turkménistan. Là, dans une zone qui fait à peu près 10 km autour du village de Kairit, qui a donc donné son nom à l'oasis de Kairit, on a découvert au moins 3 sites de la période. Donc je vous montre celui qui est le mieux fouillé, qui est Bourgout-Kourgan. La particularité de ces sites, c'est que ce sont les seuls à ce jour connus en montagne dans toute l'Asie centrale, alors que tous les autres sites sont donc dans les vallées et dans les plaines de basse altitude. Donc c'est des tout petits sites, hein, vous voyez ici. Ça fait un quart d'hectare à peu près. Les sites sont tous ovales, un peu sur le même principe. Et à l'intérieur, on a un mur en pierre donc, qui délimite une enceinte ovale et puis des constructions qui viennent s'appuyer contre le mur à l'intérieur de ce site. Voilà un petit peu une vue. Là, vous avez 3 pièces distinctes, hein. J'ai choisi juste une zone du site. On trouve divers aménagements comme des petites banquettes en pierre, des petits foyers, voilà, des pavements de céramique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve une très grande quantité d'outils agricoles et notamment des outils de mouture, mais finalement très très peu d'ossements animaux. Alors bon, les gens devaient bien manger certainement de la viande, ça pose un petit problème. Peut-être que si c'était des sites destinés justement à la transhumance, les animaux étaient élevés dans les parages, mais ensuite ils étaient redescendus dans les sites de plaine pour être consommés, et donc les sites d'abattage et de consommation sont tous localisés dans les sites de basse altitude. Un petit tour du côté du Turkménistan pour voir ce qui se passe à la même période, parce que finalement on a un urbanisme assez différent pour la même période. Alors qu'à l'âge du bronze, dans la civilisation de l'Oxus, on avait quelque chose de très homogène sur l'ensemble de l'Asie centrale méridionale. Là, on voit des choses assez variables d'un site à l'autre. Donc à Oulouk-Dépé, pour la même période du début de l'âge du fer, on a une architecture en briques crues, vous voyez ici, avec également sans doute des constructions sur poteaux, mais là on n'a pas pu avoir de plan assez clair hein, pour reconstituer un plan. Des petits foyers qui étaient certainement des foyers à fonction domestique. Donc le problème en fait c'est qu'à Oulouk-Dépé, ces vestiges sont enfouis sous plusieurs mètres d'occupation postérieure, dont je vais vous parler également. Donc on n'a pas pu dégager ces vestiges sur une surface suffisante. Si on compare dans tous les chantiers du site où on a fouillé ces vestiges, on trouve la même architecture, les choses ont l'air assez similaires finalement. Mais en fait, si on regarde dans le détail des assemblages céramiques notamment, il semble bien qu'il y ait des variations. Donc dans le sud et dans l'ouest du site, on trouve fréquemment des petits bols avec la lèvre en S comme ça, qui sont d'assez bonne qualité parce qu'en fait, même s'ils sont montés initialement au colombin, ils sont ensuite repris sur un tour de potier pour régulariser la paroi. Et ces vases ont toujours des décors assez complexes de frises de triangles. Il n'y a pas ou très peu de vases de cuisson, de marmites, de choses comme ça. En revanche, dans le nord et l'est du site, on a très peu de ces vases. On a énormément de marmites noircies par la suie, hein, parce qu'elles étaient posées sur le feu. Beaucoup de vases de stockage. Les petits bols sont beaucoup plus grossiers et ils sont toujours décorés avec 2 rangées parallèles de points. Et on a des jarres de stockage qui peuvent être assez grandes, hein, 80 cm à peu près, qui ont la lèvre aplatie dessus avec ce décor de triangle. Donc on ne retrouve pas du tout les mêmes assemblages céramiques. Donc c'est difficile d'interpréter plus, mais en tout cas on observe vraiment des variations spatiales. Et en l'absence de tout autre marqueur habituel des hiérarchies, parce qu'on n'a pas du tout d'objets de prestige et on n'a donc que des objets utilitaires, on suppose que c'est là le seul indice de l'existence de quartiers différenciés, avec donc peut-être des gens un peu plus riches dans le sud, hein, parce qu'ils avaient une meilleure vaisselle, et des gens un peu moins avantagés dans le nord.
Voilà. C'est la période suivante qui est la mieux documentée à Ulugdepe, parce que c'est la dernière occupation, donc on a pu fouiller ces vestiges sur une très grande extension. Donc c'est l'âge du fer moyen, en gros entre 1000 et 540, qui est une date, la date qui correspond à la conquête de l'Asie centrale par les Achéménides. Alors dans notre cas, on ne peut pas dire que la ville s'arrête en 540, mais c'est à titre indicatif. Pour cette période, on peut véritablement parler de petite renaissance urbaine, et c'est vraiment très clair à Ulugdepe, parce que vous voyez ici, avec cette reconstitution, on a une ville qui couvre tout le sommet du site pour cette période. Alors cette ville a d'abord été identifiée grâce à une prospection géophysique, comme ce que vous avez vu à Jarkoutan. Donc c'est une méthode qui consiste à analyser les variations du champ magnétique de la Terre, et donc on peut détecter les structures qui sont présentes sous le sol. Et donc voilà, tout de suite il est apparu qu'il y avait des bâtiments bien préservés, et je vous montre la même chose mais sans le plan, c'est un peu plus lisible. Donc cette ville est composée en fait d'une ville haute dans laquelle se trouvent des grands bâtiments, et d'une ville basse qui correspondait sans doute certainement à la zone d'habitat. Et elle est structurée autour d'une rue principale et de plusieurs rues secondaires qui lui sont perpendiculaires. Le bâtiment le mieux préservé, que vous pouvez voir si vous avez la chance d'aller au Turkménistan, c'est la citadelle qui se trouve donc au point le plus haut du site. Ça fait 40 mètres de côté, donc c'est un bâtiment assez impressionnant. Elle était à l'origine construite sur une terrasse, qui est probablement une terrasse à 2 degrés. Bon, c'est assez difficile à dire parce que c'est mal préservé. Là, on a reconstitué une rampe d'accès, mais peut-être que c'était un escalier, donc cette partie est assez mal préservée. En tout cas, l'idée était de vraiment renforcer la verticalité et de rendre cette citadelle visible de très loin, d'autant plus qu'elle était donc au point le plus haut du site. Donc, si on regarde le plan de ce bâtiment lui-même, il y avait 2 étages. Le deuxième étage, qui est reconstitué ici, un peu en élévation, n'est pas préservé du tout, mais on sait qu'il existe parce qu'on a dégagé un escalier, qui menait à cet étage. Le plan, vous le voyez, est assez symétrique, donc avec 2 murs avec des redans et des refends, qui étaient peints avec une alternance donc, de blanc et rouge. Donc voilà, ça devait donner une impression également assez saisissante. Donc entre les 2 murs, il y a ce couloir périphérique, pavé de petits galets. Et si on emprunte ce couloir périphérique, on accède à 3 zones de stockage qui sont bien délimitées. Donc vous avez une première zone à laquelle on accédait par cette porte, une seconde zone ici à laquelle on accédait par là, et puis la 3e zone, un peu plus vaste, avec sa porte d'accès ici. À l'intérieur de ces 3 zones de stockage, on trouve un aménagement assez standardisé, avec des petites banquettes qui courent le long de 3 murs, dans lesquelles sont creusées des petites cupules destinées à accueillir des petites jarres de stockage. Et généralement, au centre de la pièce, enterrée, se trouvait une grande jarre, avec donc juste la lèvre de la jarre qui affleurait au niveau du sol. Ça, c'est des jarres qui font à peu près 1 mètre, 1,20 m de haut. Donc, aussi bien ces jarres que les portes d'accès étaient scellées. Et on a retrouvé plusieurs lots d'empreintes et puis également un cachet qui montre donc qu'il y avait un contrôle assez rigoureux de l'accès aux biens qui étaient stockés dans cette jarre. L'étude précise de ces empreintes de sceau a montré qu'il y avait un nombre limité de fonctionnaires qui en assuraient la responsabilité. On peut imaginer que le premier étage de la citadelle servait à accueillir les personnes en charge de la gestion de ce stockage, mais ça ne reste qu'une hypothèse.
À la fin de son utilisation, la citadelle n'a pas été simplement abandonnée, mais elle a été volontairement fermée. Donc il y a des rites de clôture. Chaque porte de communication a été soigneusement fermée, hein, vous le voyez ici. Certains passages dans les couloirs ont également été fermés par une assise de briques. Et puis il y a un cas un peu particulier, donc dans cette porte, on a découvert le squelette d'une cigogne avec 2 crânes de renard à ses pieds. Donc il y avait également là sans doute un message symbolique. À côté de la citadelle, le bâtiment sur lequel elle exerçait certainement son contrôle, qui se trouve ici, c'est ce vaste entrepôt constitué de très longues pièces parallèles. Alors là, il y a plusieurs chantiers, mais il faut que vous suiviez le tracé des murs, hein, comme ça. Donc, de très grandes pièces de stockage, sans doute pour des denrées périssables, peut-être des grains. La ville basse, donc, qui se trouve en gros au sud de l'axe principal, occupe une surface à peu près équivalente. J'ai oublié de vous dire que l'ensemble fait 5 hectares, donc là on a à peu près 2 hectares et demi. Les fouilles qu'on a fait dans la zone montrent que les bâtiments sont très mal préservés. Pour l'instant, on a pu en dégager un, ici, dont la fonction reste assez mystérieuse, parce que c'est un grand bâtiment installé sur une petite plateforme. Voilà, on ne sait pas, peut-être un petit palais. L'ensemble de cette ville était protégé par un mur d'enceinte, auquel on accédait de plusieurs endroits. Donc on a identifié au moins 2 portes d'accès et l'une d'entre elles ici sert encore de point d'accès au site à l'heure actuelle. Voilà un autre endroit, l'autre porte d'accès. Ce rempart était bordé par des tours qui, dans leur dernier état, étaient rectangulaires. Donc elles sont très mal préservées. Donc il y avait 2 tours de part et d'autre. Le rempart fait entre 1,5 m et 3 mètres d'épaisseur selon les endroits. Donc c'est pas très puissant, c'était peut-être plutôt dissuasif à voir. En tout cas, on sait qu'au moins par endroit, il était peint lui aussi en rouge. Et on a retrouvé dans ce cas plusieurs kilos de nodules d'ocre avec des pilons et des meules qui étaient donc sans doute destinés à rafraîchir la peinture du rempart à cet endroit-là. La fouille des structures contiguës au rempart, mais à l'intérieur, a montré ici plusieurs voûtes. Donc là, vous avez une voûte qui s'est écroulée à plat, et là, une demi-voûte qui restait en place et qui permettait d'accéder au chemin de ronde sur le rempart. Également, pour cette période de l'âge du fer, on est comme ailleurs en Asie centrale, hein, normalement il n'y a pas de sépulture, les morts étaient décharnés. On le sait parce qu'on a quelques os qui portent des traces de découpe, mais on a, un peu comme à Djarkoutan, quelques sépultures très atypiques. Donc là, ce sont souvent des sépultures d'enfants, vous voyez, avec des postures assez contraintes. Pourquoi ces individus-là ont été enterrés et pas les autres, je n'ai pas plus de réponse. Mais voilà, il reste beaucoup de choses à éclaircir sur le site d'Oulouk d'Épée comme ailleurs, et on va s'y atteler dès la prochaine campagne, l'année prochaine. Et voilà, toute l'équipe d'Oulouk d'Épée, dont 2 membres sont présents ici, se joint à nous pour vous remercier pour cette invitation. Merci, si vous avez des questions.